on est rassemblés aujourd'hui pour présenter le recours que j'ai déposé. À mes côtés, maître Pierre-Vincent Lambert, qui est l'avocat qui porte ce recours pour nous devant la justice. Un recours à quel propos? Alors vous en rappelez sans doute, le 15 juin dernier, 1000 fidèles musulmans se sont rassemblés pour prier dans la rue, dans le quartier de l'Ariane à Nice. Cette prière s'est déroulée sur le théâtre du parking Lino Ventura et ces fidèles musulmans se sont rassemblés à l'occasion de la fin du Ramadan. Ce rassemblement, cette prière de rue, s'est doublée en plus d'une diffusion publique avec une puissante sonorisation, tant et si bien qu'en fait on a entendu l'appel à la prière, non pas uniquement dans le quartier de l'Ariane, donc à Nice, mais aussi dans toute la vallée, jusqu'à la Trinité, jusqu'à Saint-André-de-la-Roche, ce qui a provoqué un certain trouble, puisque Nice Matin s'est fait l'écho de plusieurs dizaines d'appels et même d'une vingtaine de plaintes auprès de la police et de la gendarmerie. Alors ce rassemblement, il était à l'initiative de l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes, l'UMAM, qui est en fait la représentation locale de l'UOIF, cette organisation bien connue pour être la branche française des frères musulmans islamistes. Ce qui est très intéressant dans ce rassemblement, cette prière de rue a été condamnée par un tweet, condamnée avec la plus grande fermeté par Christian Estrosi. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il est apparu assez rapidement. Quelques heures plus tard, nous nous sommes rendus compte que c'était la même municipalité de Christian Estrosi qui avait mis à disposition le théâtre Lino Ventura, puisqu'en fait, les femmes ont prié à l'intérieur du théâtre, tandis que les hommes priaient eux, donc sur le parking, cette fameuse prière de rue rassemblant 1000 personnes. On a donc d'un côté Christian Estrosi qui condamne avec la plus grande fermeté la prière de rue, dont il a en fait permis qu'elle puisse avoir lieu en fournissant lui-même ce théâtre. D'ailleurs, on avait, s'il fallait encore une preuve supplémentaire, on avait même le directeur de cabinet adjoint de Christian Estrosi qui était présent, on le voit sur des photos, sur la page Facebook de l'UOIF local, tout sourire avec les imams, alors qu'au même moment, en fait, se préparait cette prière de rue. J'ai moi-même, à la suite de cette prière de rue, saisi le procureur de la République pour lui demander d'agir, d'identifier les auteurs de ce trouble manifeste à l'ordre public, mais aussi leurs complices, y compris leurs complices peut-être par la mise à disposition de moyens, pourquoi pas de locaux. Et grâce à une requête de Marie-Christine Arnautu, conseiller municipal et métropolitain de Nice, nous avons pu savoir qu'en fait, effectivement, comme nous le savions, la salle avait bien été mise à disposition par la municipalité Estrosi, mais qu'en plus, elle avait été mise à disposition de manière gratuite, gracieuse, comme l'avait d'ailleurs écrit l'association sur sa page Facebook, avant que là aussi, mystérieusement, la publication sur Facebook soit modifiée et qu'on fasse disparaître ce gracieusement. En tout cas, ils n'ont pas pu le faire disparaître de l'arrêté municipal de mise à disposition de la salle. Et c'est donc tout l'objet de ce recours en justice que nous avons déposé contre la municipalité Estrosi, que je vais vous laisser présenter, maître. Merci. Alors c'est vrai que Philippe Vardon m'a demandé de déposer un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Alors on a une chance dans ce dossier, c'est que précisément on a obtenu relativement facilement l'arrêté municipal de mise à disposition, ce qui n'était pas gagné d'avance puisque, comme je vous le dirai après, il y a effectivement un précédent. Une atteinte à la laïcité de la part de la municipalité Estrosi qui a été sanctionnée par le tribunal administratif en 2013, je vais vous en reparler. Dans ce cadre-là, on avait eu tout le mal du monde à obtenir la fameuse convention d'occupation qui permettait à la mosquée de la rue de Suisse, à Nice, de poursuivre ses activités cultuelles. On avait eu beaucoup de mal, il avait fallu saisir le tribunal administratif à l'époque. Là, je ne sais pas pour quelle raison, coup de chance, Madame Arnautu, effectivement, a obtenu, peut-être en sa qualité d'élu, a obtenu cet arrêté de mise à disposition de la salle de spectacle du théâtre Lino Ventura,
qui est daté du 13 juin 2018, c'est-à-dire en fait 2 jours avant cette fête à caractère religieux, cultuel, puisqu'il s'agit de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, si je ne fais pas d'erreur. Apparemment, ça s'est fait un petit peu dans l'urgence, puisque vous verrez qu'il y a un problème de rédaction quand même sur cet arrêté, petit problème de forme, même si on comprend évidemment le sens, puisqu'il est intégralement dans le titre, donc il n'y a pas de difficulté. Pour comprendre, néanmoins, vous verrez article 1, l'association UMAM pour une occupation du théâtre Lino Ventura le vendredi 15 juin 2018 de 7h à 11h. On a compris ce que ça voulait dire, mais un petit problème de précipitation manifestement dans la rédaction. C'est pas vraiment le sujet c'est surtout le fond, puisque effectivement, et là il n'y a pas de confusion possible, l'article 2 de cet arrêté nous dit, conformément aux délibérations visées, ce sont des délibérations du conseil municipal de 2008 et qui ont été modifiées en 2009 me semble-t-il, l'occupation se fera à titre gratuit. Alors, première interrogation, en principe, quand on autorise l'occupation du domaine public d'une collectivité, il faut à minima qu'il y ait l'objet de cette occupation. Parce que c'est bien qu'il y ait l'identité du bénéficiaire, c'est la moindre des choses, en l'occurrence l'imam Union des musulmans des Alpes-Maritimes, représenté par M. Aïssaoui Othman, très bien, mais pourquoi? Parce qu'un théâtre, a priori, a la vocation première d'un théâtre municipal de recevoir ce type de manifestation culturelle. C'était la moindre des choses, et c'est la première fois que je vois ça, effectivement, l'objet, vous êtes autorisé à occuper, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous allez faire un concert de rail? Est-ce que vous allez faire une manifestation culturelle en l'occurrence, ou culturelle, enfin, pas d'objet, et je pense que là, pour le coup, c'est pas une erreur, c'était volontaire, mais ça c'est mon petit avis personnel. Donc première interrogation, effectivement, c'est l'objet absent de cette autorisation d'occupation du domaine public. La deuxième interrogation, évidemment, c'est la gratuité. Parce que la gratuité pour ce type d'événement, en fait, c'est interdit. Voilà. Que l'équipement public appartienne, que l'équipement en question appartienne au domaine privé ou au domaine public de la commune, dans tous les cas, ça ne peut pas se faire à titre gratuit. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est interdit par la loi du 9 décembre 1905, telle qu'elle est interprétée aujourd'hui par la jurisprudence. Vous avez des arrêts d'assemblée plénière du Conseil d'État de 2011. L'assemblée plénière, c'est sa formation la plus solennelle, qui a posé le droit positif, qui aujourd'hui est largement suivi par les juges du fond, et notamment le tribunal administratif de Nice. Il y avait 4 ou 5 arrêts d'assemblée plénière, et qui avait expliqué qu'effectivement, même si il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une association purement cultuelle au sens de la loi de 1905, elle a un objet au moins partiellement cultuel, et en l'occurrence, la manifestation qui a été prévue et permise par cette occupation du domaine public avait un objet cultuel, religieux, puisqu'encore une fois, c'était la fête de l'Aïd el-Fitr. Le Conseil d'État dit interdiction d'apporter pour les collectivités territoriales une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte, même quand l'association bénéficiaire n'a pas purement la nature d'une association culturelle. Donc, cette jurisprudence, comme je vous l'ai dit, elle a été largement confirmée depuis ces arrêts de 2011, et elle nous dit donc que ce n'est pas interdit de mettre à disposition ce type de biens publics pour une association, pour une manifestation religieuse. Néanmoins, il faut que ça se fasse à 2 conditions. Premièrement, qu'il y ait un intérêt local. Nice compte un certain nombre de mosquées. Peut-être M. Vardon connaît-il le chiffre exact. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt local pour les Niçois de prêter cette salle, en l'occurrence à l'UMAM, pour cette fête de l'Aïd el-Fitr. Première condition. Et deuxièmement, effectivement, le Conseil d'État nous dit que, à supposer qu'on autorise
cette occupation, il faut que ça se fasse dans des conditions notamment tarifaires qui respectent le principe de neutralité à l'égard du culte et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et par suite toute aide à un culte. Donc que ce soit une subvention directe évidemment prohibée ou indirecte comme c'est le cas à l'occasion de cette mise à disposition, c'est interdit, c'est illégal. Vous avez d'ailleurs dans le recueil des tarifs des services publics de la ville de Nice, vous avez précisément le tarif de mise à disposition de cette salle du théâtre Lino Ventura. Tarif de base, et c'est pour cette fameuse salle de 600 places, 4 heures, c'est 1020 € TTC. Donc il y a un prix. Il y a un prix qui, si aujourd'hui une société commerciale veut faire un événement en engrangeant des recettes, etc., doit payer une redevance. Et d'ailleurs, c'est un principe général qui est aujourd'hui prévu dans le Code général des propriétés des personnes publiques, qui fait que l'occupation du domaine public, par principe, est onéreuse. Par principe. Alors effectivement, dans le Code, il y a une possibilité, une exception qui est prévue pour les associations qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Je ne crois pas que ce soit le cas de l'UMAM. Et vous verrez que dans les documents qu'on vous fournit et dans cet arrêté, la municipalité, une fois de plus, s'appuie en fait sur des délibérations du conseil municipal en disant, moi, mon arrêté, c'est certainement ce qu'on va nous dire devant le tribunal. L'arrêté, il est légal puisqu'il est conforme à des délibérations du conseil municipal qui prévoit la gratuité pour des associations ou pour des services publics administratifs et des administrations ou établissements publics. L'UMAM n'en fait pas partie, mais il est bien question des associations lorsque l'occupation, cette utilisation ne génère aucune recette. Et c'est certainement ce qu'on va nous dire. C'est déjà ce qu'on nous avait dit en 2013, vous voyez, il y a une délibération du conseil municipal qui permet une décote ou des loyers pour les associations, etc. Sauf que, dans la hiérarchie des normes, une délibération du conseil municipal a une valeur inférieure à celle de la loi, évidemment. Tous les actes administratifs ont une valeur inférieure à celle de la loi, en l'occurrence la loi du 9 décembre 1900. Donc, vous pouvez vous appuyer autant que vous voulez sur cette fameuse délibération. Elle ne peut pas, en toute hypothèse, s'appliquer aux associations cultuelles, évidemment, mais aussi aux associations qui ont une activité cultuelle et, en tout état de cause, pour une manifestation à caractère rituel, à caractère religieux. Donc, je ne me fais guère de soucis lorsque je vais sans doute recevoir des écritures en réplique de la commune de Nice, et peut-être même d'ailleurs de l'association ULAM, on verra s'ils se défendent à ce sujet. De toute façon, cet arrêté, le maire de Nice par délégation, évidemment, parce qu'il y a en fait certainement une double délégation, il faudra en vérifier la régularité, du conseil municipal au maire de Nice, du maire de Nice à André Chauvet, conseiller municipal délégué à l'Opéra. Bon, vérifiera la validité des délégations, mais en tout état de cause, l'auteur de cet arrêté ne pouvait se fonder sur des délibérations, et en tant que de besoin, on peut toujours exciper de l'illégalité de la délibération elle-même. Donc, voilà ce qui motive, en tout cas en droit, le recours que nous avons déposé. Alors c'est vrai que quand on a fait cette demande, enfin quand Madame Arnautu a fait cette demande d'arrêté, de copie de documents, on se doutait un petit peu de ce qu'on allait y trouver. C'est-à-dire que la gratuité, compte tenu des relations de M. Estrosi avec cette représentation de l'UIF à Nice, compte tenu du précédent que j'avais eu déjà à traiter en 2011, on se doutait un petit peu qu'il y aurait au moins une décote illégale, si ce n'est la gratuité totale. Bon, ça a été la gratuité, parce que la décote aussi est prévue par la délibération, mais là, c'était gratuité totale. Le précédent, il avait fait pas mal de bruit à l'époque, c'est effectivement l'annulation, on va dire l'annulation de la convention d'occupation précaire qui avait été signée entre la municipalité
et l'association des musulmans du centre-ville à l'époque, mais qui est une autre émanation, si j'y dis Qui pas est des- même membre de l'UMAM, qui est Voilà, même membre de d'accord. l'UOIF. Voilà, pour l'exercice du culte musulman dans la rue de Suisse, dans ses locaux de 260 mètres carrés à Nice, nous avions obtenu l'annulation de cette convention pour exactement le même motif, c'est-à-dire une atteinte à la loi de 1905. Il y avait une décote illégale qui avait été appliquée. Et petite particularité dans ce dossier, c'est que effectivement la municipalité n'a jamais fait appel de cette décision. Elle n'a pas fait appel. Si vraiment elle s'estimait dans son bon droit, parce qu'elle s'est quand même défendue, elle aurait pu aller jusqu'au bout, voire même devant le Conseil d'État, ça peut poser une question de principe. Non, elle s'est arrêtée à la première instance et a tout de suite repris une convention que j'ai là d'ailleurs, que je peux vous donner. Une nouvelle convention avec toutefois encore une redevance qui était tout à fait modérée et j'étais en train de la relire tout à l'heure avec des justifications de ce prix modique, oh, il y a des travaux à faire, etc. Donc je crois qu'on va se pencher aussi à nouveau parce qu'il devait y avoir une révision de la valeur locative, etc. de cette convention. On va se pencher, je pense, à nouveau sur ce dossier. En toute hypothèse, ça nous laisse confiants pour le résultat qu'on peut obtenir devant le tribunal administratif. L'objectif étant, l'objectif de M. Vardon et le sien, je laisse l'exposer. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que sur le plan juridique, si nous obtenons l'annulation, la ville de Nice aura du mal à réitérer l'opération et réemployer cette délibération pour permettre la gratuité si, au cas échéant, l'occasion se présente à nouveau l'année prochaine ou dans les années qui viennent. Et peut-être même que, ça il faut que j'étudie sur le plan juridique si c'est possible, faire régler par cette association la redevance qu'elle aurait dû payer comme tout citoyen, toute entreprise, parce qu'il n'y a pas de raison que les finances de la ville soient pénalisées, même pour une somme assez modique. Juste, Voilà le recours déposé, il est pour atteinte à la loi de 1905, c'est ça? La motivation juridique première, c'est une violation de la loi de 1905 telle qu'elle est interprétée par une jurisprudence. Là, vous avez dit recours pour abus de pouvoir. Donc Non, ça, pour c'est excès pas- de pouvoir. Excès de pouvoir. C'est le nom qu'on donne au recours en annulation en procédure administrative. L'autre recours étant un recours plein contentieux, mais c'est purement technique, universitaire, et c'est pas très intéressant, je pense, pour Outre l'annulation de requête en l'arrêté, annulation. outre l'annulation de l'arrêté, la mairie risque quoi à part ça? La mairie risque, là en l'état devant le tribunal administratif, pas grand chose si ce n'est une condamnation aux frais de procédure. Ouais. Sur le plan juridique, malheureusement, en tout cas devant le tribunal administratif, pas grand chose de plus Ouais. que. Ce qui avait été le cas en 2013. Voilà. Mais surtout, au-delà de l'aspect juridique, ce qui est important là-dedans, c'est ce que ça témoigne politiquement. C'est ce dont ça témoigne politiquement. Puisque vous voyez, et effectivement, c'est vrai, maître, on n'a pas été tellement surpris. Et on savait, en allant là-dessus, à partir du moment où on a vu, c'est vrai, cette publication, cette fameuse publication sur le Facebook de l'UOIF qui après a été modifiée, on ne sait pas à la demande de qui d'ailleurs, hein, le gracieusement a disparu, on savait qu'il y avait quelque chose. Parce que la question centrale, c'est celle des relations de la municipalité Estrosi avec l'UOIF local. Et là, effectivement, pour eux, rien n'est trop beau. On les a fait condamner en 2013 pour ce loyer sous-évalué de la mosquée de la rue de Suisse. Et je me rappelle, hein, la formule du tribunal, c'était que la convention était entachée d'une illégalité d'une particulière gravité. Et ça avait été assimilé là aussi à la subvention à un culte. Mais d'ailleurs, si on parle de subvention, au conseil municipal, la municipalité Estrosi, le clan Estrosi, a subventionné l'association des jeunes musulmans de France, qui est l'association de jeunesse de l'UOIF, qui est d'ailleurs domiciliée à la mosquée de l'Ariane, la mosquée de l'Ariane, qui est à quelques pas de là où ça s'est passé. Hein. Là, on a 1000 personnes réunies. Il faut savoir que la mosquée de l'Ariane, c'est quand même 800 places. Hein. Donc il y avait peut-être d'autres possibilités. En effet, on a eu cette subvention pour l'association de jeunesse de l'UOIF.
On a eu la mosquée de la rue de Suisse avec ce loyer sous-évalué. On a la mosquée dans le quartier Roquebillière, installée là aussi dans des locaux municipaux. C'est quand même particulier. Des maires qui choisissent d'installer l'UOIF, la branche dans notre pays des frères musulmans, organisation considérée comme terroriste dans de nombreux pays musulmans, dans des locaux municipaux. Et puis on a la dernière en date, c'était même la veille de cette prière de rue, l'attribution de ce terrain de 3000 m² dans la plaine du Var pour y construire là aussi une grande mosquée, même une mosquée géante quasiment, administrée par, évidemment, toujours les mêmes, l'UOIF. Mais finalement, pour eux, rien n'est trop beau, mais il faut dire qu'ils le rendent bien à Christian Estrosi. Un exemple simple, clair, au second tour des élections régionales, dans le duel qui opposait Christian Estrosi à Marion Maréchal, l'UOIF, directement, clairement, par voie de communiqué sur ses réseaux sociaux, a appelé à voter contre Marion Maréchal. La réalité, c'est que cet épisode du 15 juin 2018, il s'inscrit dans une politique globale, dans une logique globale qui est celle d'un clientélisme estrosiste qui n'a pas de limite, qui va, on le voit, jusqu'aux plus radicaux, jusqu'aux plus durs, jusqu'à ceux qui sont les représentants de cette idéologie des frères musulmans dans notre ville et dans notre pays. Ce que j'attends, moi, de la justice, au-delà de cette condamnation un petit peu formelle, c'est qu'une fois de plus, elle vienne démontrer ce qu'est cette pratique politique scandaleuse, ce qu'est ce clientélisme scandaleux et dangereux pour notre ville. C'est ça que moi j'attends à travers cette nouvelle action en justice, et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres parce que les dossiers ne manquent pas, et on ne peut pas dans cette ville qui a été frappée durement, très durement, dans cette ville qui est le principal, qui est une des villes où il y a le plus de départs pour le djihad en Irak et en Syrie, continuer comme ça de jouer avec le feu. Ce sont des pratiques politiques scandaleuses. Ah, c'est vrai, on dirait que Christian Estrosi n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres, des élus locaux qui se fourvoient comme ça. Mais nous, ces compromissions, nous allons continuer à les dénoncer sur le terrain politique et sur le terrain judiciaire. Comment vous analysez, vous, le fait que Christian Estrosi met à disposition